Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire. Donc, c'est le deuxième webinaire qu'on organise dans le cadre des biothémas. Donc, les biothémas, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture biologique et ses pratiques, donc organisé par le pôle Biomassif Central et en partie par l'ITAB quand il s'agit des biothémas qu'on organise en présentiel au sommet de l'élevage. Donc, tu peux passer à la diapo suivante. Donc, comme pour tous les webinaires, il y a quelques petites consignes à respecter, mais pour la plupart, vous les connaissez maintenant. Donc, coupez vos micros et vos caméras, ça permet d'avoir un meilleur confort pour tout le monde. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On fera un petit temps de discussion en fin de présentation. Et donc, pour information, ce webinaire est enregistré. Ça nous permet de mettre l'intervention en replay sur le site du pôle Biomassif Central pour ceux qui n'ont pas pu assister aujourd'hui. Et en cas de problème technique, donc vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui est indiquée ici et que je vais vous remettre dans le chat tout à l'heure. Pour la diapo suivante, donc comme je vous disais, les Biothémas Web, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture bio et ses pratiques qui fait suite aux conférences Biothémas qu'on organise avec l'ITAB au sommet de l'élevage. Donc, on a souhaité prolonger un peu avec des webinaires en distanciel. Et donc, on organise ces webinaires dans le cadre du projet Biotransfert, qui est financé dans le cadre de la Convention de Massif Central. Donc, ces temps, c'est pour vous présenter des résultats de recherche-développement intéressants et aussi pour échanger avec vous sur ces sujets. Et donc, ce sont des webinaires qui sont ouverts à tous. Donc, vous êtes les bienvenus pour celui-ci et pour les suivants. Et donc, aujourd'hui, ce sont Marion Kenzel et Marie-Mickaël qui vont être à la manœuvre pour vous présenter des résultats issus du programme CAP Protéines, donc sur l'agriculture, enfin, en l'occurrence pour aujourd'hui, sur l'agriculture bio et l'autonomie protéique en élevage allaitant. Donc voilà, je leur laisse la parole et je vous dis à tout à l'heure. Merci Aurélie. Alors vous l'avez compris, enfin bonjour à tous. On va faire une présentation à deux voix avec Marie, puisque on a choisi de profiter là de ces webinaires pour partager avec vous les résultats du programme CAP Protéines, donc qui est terminé, hein, qui s'est déroulé sur 2 ans entre 2020 et 2022. Mais depuis fin 2022, où les actions techniques à proprement parler sont terminées, on communique les résultats de ce programme, qui a été un gros programme de voilà, massification de connaissances, d'une part, et d'autre part, aussi de traque à l'innovation, on va dire ça comme ça, au travers comment dire, un dispositif de fermes pilotes qui ont été suivis pendant 2 ans par différents partenaires du développement. Alors, pourquoi on a prévu de zoomer sur Cap Protéines c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans le recrutement des fermes bio, donc qui avait été laissé à la libre appréciation des conseillers partenaires de ce programme, nous avions en fait un taux, alors j'allais dire anormalement élevé, mais on pourrait utiliser autre chose de fermes bio dans notre échantillon, avec 40% de fermes en bio dans quasiment toutes les filières. Voilà, donc ici, on va enfin aujourd'hui, sur cette séquence, on va zoomer sur l'élevage allaitant. Et l'élevage allaitant, c'est les ovins et les bovins. Donc pour ma part, je vais vous présenter la partie bovin-viande et je laisse la parole à Marie. Du coup, Marie-Mickaël, je suis une collègue de Marion et donc je me suis davantage occupée dans le projet CAP Protéines des fermes pilotes en ovins viande. Donc même méthode qui a été déployée. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui avec un échantillon sur les 45 fermes pilotes qui ont été suivies, avec 18 fermes en bio qui sont positionnées donc comme cela vous est présenté sur la carte, donc les fermes qui sont en vert, donc de manière assez éparse sur le territoire national, avec majoritairement des systèmes herbagers. Et donc par rapport, c'est vrai, à la population nationale où les effectifs en ovins viande bio sont de 9%,
par rapport aux effectifs totaux en ovins viande. Là, on est sur un panel avec une forte prédominance des éleveurs bio dans ce dispositif de suivi. La carte en bovin viande représente également les fermes, enfin la localisation des fermes pilotes. Donc de la même façon, on peut voir qu'il y a des fermes bio un peu partout qui sont côte à côte avec les fermes conventionnelles qui sont représentées en rouge. Et on a bien 40% de fermes bio qui sont remontées donc, par le recrutement euh, qui a été voilà, fait par les conseillers. Et en filière bovin-viande, euh, la moyenne nationale d'élevage, on va dire, converti en bio, est de 6%. Alors, Cap Protéines, vas-y Marie, tu fais la... Voilà. Cap Protéines, c'est un programme de France Relance pour la souveraineté protéique. Donc, il y a eu plusieurs programmes, on va dire, sous ce grand chapeau Cap Protéines. Nous, on s'est occupé du programme élevage avec l'autonomie protéique des élevages et des systèmes d'élevage, en particulier des ruminants. Alors, pour avoir quelques chiffres repères sur l'autonomie protéique, ici, vous avez la ferme France qui est à gauche, donc des chiffres qui sont issus des réseaux de référence Inusis réseau d'élevage. Et vous voyez que les deux filières qui nous intéressent ici, filière allaitante très présente sur le Massif central, sont les plus autonomes déjà en termes d'autonomie protéique, avec pour la filière bovin-viande 86% d'autonomie protéique et pour la filière ovin-viande 83% d'autonomie protéique. Les filières laitières sont moins autonomes et en particulier les caprins qui sont en moyenne à moins de 50% d'autonomie protéique, puisqu'il y a des systèmes caprins qui ont des fonctionnements quasiment hors sol, et puis d'autres qui sont très, très dépendants des achats. Donc, notre échantillon de ferme pilote a permis d'améliorer ce taux d'autonomie protéique, évidemment, puisque ce sont des fermes qui ont été sélectionnées pour la mise en œuvre de pratiques qui améliorent leur autonomie protéique. Et en conséquence, notre dispositif de ferme pilote a permis, enfin, a donné enfin, les élevages, on va le dire comme ça, sont à plus de 90% d'autonomie protéique sur les deux filières allaitantes. Et alors, si on resserre encore plus l'analyse et qu'on regarde nos 40% de fermes bio dans cet échantillon, on a une moyenne d'autonomie protéique à 95% en filière viande et à 93% en filière bovin-viande, pardon, 95% et 93% en ovin-viande. Donc, c'est un taux qui est très important. C'est pas étonnant puisque c'est aussi une contrainte du cahier des charges que d'être autonome au niveau du système fourrager. Mais c'est assez remarquable on va dire, pour justifier cette présentation, puisque finalement, ce sont les fermes bio qui, sur la thématique, on va dire, de l'autonomie alimentaire en général et de l'autonomie protéique en particulier, sont précurseurs de leviers techniques à déployer. C'est ce qu'on va vous montrer dans cette présentation. Du coup, on vous parle d'autonomie protéique. Et vous voyez apparaître ce petit logo d'Evotop, c'est l'outil qui nous a servi dans ce projet-là pour évaluer l'autonomie protéique en élevage. Donc, quand on parle d'autonomie protéique dans notre présentation, c'est vraiment qu'on estime la quantité d'aliments qui est produit sur l'exploitation par rapport à ce qui est produit et acheté sur l'exploitation. Donc, en fait, dans cet outil d'Evotop qui a aussi été développé dans le cadre du projet Cap Protéines, on estime la part des besoins théoriques en MAT de l'exploitation à partir de l'inventaire des animaux et de leur niveau de production. Et
par l'intermédiaire d'ABAC, on estime en fait les besoins théoriques de ces animaux en MAT en fonction du niveau de production, du format et des races. Et on le met en regard en fait de l'autonomie protéique qui est produite sur l'exploitation. Ça nous permet de calculer un niveau d'autonomie protéique soit à l'échelle de l'exploitation, soit à l'échelle de l'atelier quand on a une combinaison de production sur la même exploitation, et d'en déduire ensuite la dépendance en protéines par rapport à la MAT-HT, où donc on distingue la MAT, on va vous parler de MAT région, donc ou tracteur, qui est une MAT qui est produite localement, par rapport à une MAT France ou tracteur, qui est celle qui est produite au-delà de la région, mais sur le territoire national. Et ensuite, la MAT importation ou MAT bateau, qui est celle qui est produite à l'extérieur de la France. Voilà en termes méthodologiques comment on a estimé la part d'autonomie protéique dans les élevages bio. Donc, sur le projet CAP Protéines, donc c'est 300 fermes pilotes qui ont été suivies. Elles ont dans les 5 filières d'élevage que vous a présenté Marion, chacune d'entre elles en fait a fait l'objet d'un recueil et d'une description de leviers activés par l'éleveur pour gagner en autonomie protéique, que vous pouvez toutes retrouver sur le site de Cap Protéines. Elles sont toutes en ligne, avec certaines fermes qui ont aussi bénéficié d'une vidéo décrivant leurs pratiques. Et ensuite, il y a 3 niveaux de calcul qui ont été réalisés sur ces exploitations qui nous permettent d'appréhender l'autonomie protéique de l'exploitation et de l'atelier au travers de l'outil DevoTop. Un calcul du coût de production par l'intermédiaire de la méthode CoupProd et une évaluation des impacts environnementaux à partir d'un K2ER de niveau 1, ce qui nous a permis de recueillir une batterie de données par exploitation sur ces fermes à haut niveau d'autonomie protéique, pour nous permettre de faire quelques comparaisons ou mises en regard. Ces fermes pilotes Cap Protéines ont été souvent comparées aux fermes du dispositif Inosis Réseau d'élevage ou Bioréférence Massif Central qui sont suivies dans un outil diapason. Donc, ça nous a permis de regarder le positionnement des 300 fermes pilotes par rapport aux 1000 fermes du dispositif Inosis Réseau d'élevage. Je poursuis en vous présentant ici un des premiers résultats issus donc, du diagnostic d'Evotop, qui positionne là pour les fermes conventionnelles le niveau d'autonomie protéique que vous avez en abscisse et le pourcentage de la MAT donc nécessaire à l'élevage qu'on a appelé bateau. Bateau puisque c'est celle qui est importée et au niveau typologique, on va dire c'est celle qui fait débat ou polémique et dont on aimerait bien se passer, puisque c'est pour une grande partie du soja et pour une partie moindre, mais qui existe aussi, des tourteaux de colza. Donc vous avez nos 2 filières qui sont toujours intimement liées, on va dire, avec des taux d'autonomie protéique très élevés, 86% à 88%, et un taux de dépendance en matière azotée totale importée qui est en dessous à 4% ou en dessous dans les élevages conventionnels de notre échantillon Cap Protéines. Donc, pour vous donner un ordre de comparaison, les filières laitières sont plutôt autour de 10% de dépendance. Et quand vas-y, voilà. Quand on zoome sur les élevages bio de notre échantillon, voilà, ben on voit évidemment que ce taux de dépendance à la MAT importée baisse pour les ovins viande, puisqu'il n'est plus que de 1%, et quasiment nul pour les élevages bovins viande, puisque voilà, le taux de MAT bateau est proche de 0.
Donc ça, c'est une première représentation des résultats d'autonomie en termes de dépendance. Et puis, on peut en voir une seconde au niveau de la proximité, on va dire, de la MAT qui est achetée en dehors de l'exploitation. Donc pareil, ici, vous avez pour les bovins viande à gauche la part, la répartition de la matière azotée totale, hein, des protéines donc, qui sont achetées hors de l'exploitation selon leur origine avec en conventionnel 4% qui est de la MAT d'importation, 7% en bovin viande pour une protéine produite au niveau national, camion, et puis 1% tracteur. Donc peu on va dire, d'échanges locaux en filière bovin viande. Et par contre, voilà, des achats de protéines qui sont d'origine nationale. De la même façon, si on regarde plus précisément les élevages bio, voilà, vous voyez que c'est quasiment nul pour la MAT importée. Et puis, ben, la dépendance baisse, hein, puisqu'on a plus de 93%, 94% d'autonomie protéique en élevage bio. Et la part résiduelle, les 4%, pour le coup, sont de proximité, puisque c'est de la MAT tracteur, donc à, comment dire, à échelle régionale. Après, si on regarde le même graphique au niveau de la proximité de la MAT achetée en ovin viande, donc sur le graphique à gauche au niveau des élevages ovin viande conventionnels, on a essentiellement un achat de MAT à l'échelle nationale, donc 9% de MAT camion, très peu en local au niveau tracteur, etc. Mais ça dépend souvent en fait de là où se situent les élevages ovins viande et c'est souvent dans des zones pastorales ou de montagne qui font qu'en fait cette MAT elle est pas forcément produite localement et les échanges avec les agriculteurs voisins ne sont pas toujours simples à mettre en œuvre. Et la MAT bateau, donc qui est celle importée, représente 4% dans nos élevages ovins viande conventionnels. Si on regarde au niveau des élevages ovins viande bio, ben, la part d'import diminue à 1%, donc elle est vraiment très limitée pour compléter certains besoins alimentaires forts des animaux en production, que ce soit brebis ou agneaux. On est davantage sur une provenance de MAT nationale à hauteur de 5%. Et la MAT locale est toujours très limitée à 1%. Donc ensuite, on vous propose de zoomer un peu sur les caractéristiques des élevages ovins ou bovins viande bio pour lequel nous avions des résultats sur la campagne 2020 dans le cadre du projet Cap Protéines. Ce qu'on a remarqué, c'est que ces fermes bio, c'était souvent des systèmes qui étaient moins chargés. Donc en ovin viande, on était sur un chargement autour de 0,6 UGB par hectare de surface fourragère totale, ce qui est moindre que par rapport à ce qu'on peut retrouver en conventionnel. C'est des systèmes où la part d'herbe et de pâturage est souvent maximisée. Si on regarde une ration complète de brebis, pardon, 87% de la matière sèche ingérée est composée d'herbes pâturées ou récoltées, ce qui finalement laisse 13% de matière sèche qui est liée au concentré. On est souvent face à des ateliers qui sont un peu moins productifs. Donc là, si on prend comme indicateur la productivité pondérale, on était à 14 kg carcasse par brebis. C'est souvent un peu moindre par rapport à ce qu'on peut retrouver en conventionnel. Mais c'est dans le cadre de logiques en fait qui sont assez globales pour avoir des
des niveaux de consommation en concentré qui sont réduits à 144 kg de concentré en moyenne par brebis. Et ce qui les caractérise notamment par rapport aux autres fermes pilotes en conventionnel, c'est la part de concentré au trop produit qui est importante à 56%. Donc en fait, c'est plutôt des gens qui sont très autonomes sur le plan fourrager et qui recherchent aussi de manière assez poignante l'autonomie en concentré. Euh, et ce, dans un contexte où en fait le concentré acheté en bio est relativement élevé et dans un contexte actuel de flambée des prix, il est encore plus aujourd'hui. Euh, et donc, dernier élément qu'on a pu remarquer sur ces fermes pilotes bio, c'est que ce sont des systèmes rémunérateurs. Donc, sur la campagne 2020, ces ateliers ovins rémunéraient la main-d'œuvre à hauteur de 2,1 SMIC par unité de main-d'œuvre rémunérée présente sur l'exploitation. Ben, je pourrais faire exactement le même discours, donc je vais passer vite. C'est-à-dire qu'on a, voilà, les petites phrases qu'on vous a mises sont celles qui sont communes hein, aux deux filières, et c'est des constats qui sont également valables en bovin-viande, avec un chargement qui est plutôt plus faible, des conduites qui sont euh, basées essentiellement sur l'herbe, la valorisation de l'herbe, avec 95% de la matière sèche ingérée par l'ensemble du troupeau, hein, qui est de l'herbe soit pâturée, soit récoltée. Je vous montrerai les chiffres en détail après. Alors, on a un échantillon qui est assez peu productif en termes de production brute de viande vive par UGB, mais pour autant qui est beaucoup dans une logique de vente directe, donc qui finit des animaux. Ben, évidemment, avec 95% d'herbe dans la ration d'ensemble du troupeau, la part de concentré est quasiment résiduelle et très faible. Et en plus, elle est à 65% autoproduite avec beaucoup de métailles dans les élevages bovins-viande pour produire ces concentrés protéiques et énergétiques nécessaires à l'activité d'engraissement essentiellement ou à la lactation dans les périodes à fort besoin des animaux. Voilà. Et qui sont rémunérateurs. Alors, c'est un peu moins rémunérateur que les ovins-viande, mais par rapport à nos moyennes nationales en système bovin-viande, ben, ces élevages bio se trouvent pas mal avec 1,3 SMIC par UMO par rapport aux références nationales. Alors, ce qui est intéressant de regarder là dans cet échantillon, on vous a montré des chiffres globaux qui permettent de décrire les exploitations qui étaient en suivi. Ces suivis, ils ont permis de recueillir ces chiffres, mais ils avaient aussi pour objet de relever ou d'aller chercher des éléments qualitatifs sur la mise en œuvre des leviers qui permettent d'atteindre l'autonomie. Alors, les leviers de l'autonomie, on a coutume de les regrouper en grandes familles, avec une des familles qui serait la production de protéagineux, on va dire de concentrés en substitution à des concentrés énergétiques ou protéines, là en l'occurrence, qui pourraient être achetés à l'extérieur. Donc, autoproduire ces concentrés protéiques, c'est un premier levier évidemment d'autonomie. Un autre levier consiste à valoriser, maximiser, on va dire, la valorisation des fourrages. Donc là, c'est tout ce qui concerne la gestion de l'herbe, utiliser l'herbe quand elle est à au meilleur potentiel et à son niveau nutritionnel le plus élevé. Euh, Faire correspondre des besoins de troupeaux, donc des éléments de conduite, avec cette valorisation de l'herbe. Il y a aussi toute la problématique de la récolte pour récolter plutôt de la qualité que de la quantité. On a aussi une autre famille de leviers qui est de produire des fourrages qui sont enfin, modifiés un peu, hein, du coup, sa production fourragère
pour produire des fourrages riches en matière azotée, soit en enrichissant des prairies, soit en mettant en place des cultures de légumineuses en pur ou en mélange. Et puis, le dernier, une autre famille de leviers d'optimisation de l'autonomie protéique, c'est tout ce qui concerne le système d'alimentation, changer son système d'alimentation, introduire plus de fourrage, mettre moins de concentré, et adapter également aussi les objectifs de production, voire la conduite du troupeau, voire le type de cheptel et d'élevage qui correspond aux ressources de l'exploitation. Donc ça, ce sont les quatre grandes familles de leviers qui sont représentées de façon synthétique et qui ont été mises en œuvre dans les élevages bio. Du coup, on va regarder justement comment ces leviers ont été mis en place en élevage ovin viande bio, et puis on fera le parallèle ensuite sur les élevages bovin viande bio. Donc sur ces familles de leviers, donc 9 ont été proposés aux éleveurs qui se sont positionnés en fait sur ce qu'ils avaient mis en œuvre sur leurs exploitations. Donc dans la figure qui vous est présentée, vous avez la représentation de ces 9 familles. La première colonne, c'est l'ensemble des fermes pilotes qui ont été suivies en ovin-viande. La deuxième représente les fermes qui sont en bio et la dernière, celles qui sont en conventionnel. En fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les leviers qui ont été les plus plébiscités en élevage ovin-viande bio, c'est l'implantation de légumineuses fourragères pour augmenter la part de production de MAT sur l'exploitation et de travailler sur la récolte et la qualité de conservation des fourrages. C'est aussi des choses qu'on retrouve en conventionnel. Tous les aspects, par contre, pâturage, herbe et prairies sont, je pense, mis en œuvre depuis longtemps dans les exploitations bio, donc ils ne les ont pas forcément cités alors qu'ils le sont davantage aujourd'hui en conventionnel. Et le troisième levier qu'on retrouve qui est prépondérant, c'est la diversification des ressources fourragères dans l'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier et d'essayer de jouer sur le fait d'avoir une production d'herbe à toutes les saisons et de qualités différentes pour répondre aux besoins des diverses catégories d'animaux sur l'exploitation. Ce qui est plutôt délaissé en termes de levier, c'est la production de protéagineux et de tourteaux à la ferme et la mutualisation et relocalisation de la production de protéines en local. Mais c'est aussi toutes les difficultés qui sont liées à ces deux leviers à mettre en œuvre qui font qu'elles sont très peu représentées dans ce graphique-là. Ce que je vous propose, c'est de prendre le temps de regarder en pratique ce qu'a fait un éleveur. Donc, c'est un éleveur bio qui est en Haute-Vienne, donc dans le Massif central, Jean-Christophe Rey, qui est donc aujourd'hui à un niveau d'autonomie protéique de 91%. Au niveau de la dépendance de la MAT, ben, il a un seul % de MAT importé, 2% qui est d'origine nationale et 6% qui est d'origine locale. En fait, cet éleveur, il a suivi une logique en fait où il a mis en place une combinaison de pratiques qui convergent vers le même objectif, qui est produire des agneaux bio avec les protéines de la ferme et n'acheter que le strict nécessaire. Donc son objectif, c'est de limiter les achats extérieurs. C'est un éleveur qui a une seule période d'agnellage de janvier à mai et qui est donc calé sur la pousse de l'herbe. Et ce qu'il vise, c'est d'avoir un chargement toujours inférieur à 5,5 brebis par hectare de SFP. Donc en fait, dans sa logique, si on regarde un peu l'historique de son exploitation, depuis 2007, il a mis en place des pratiques
sur son exploitation. Donc, il a commencé par développer le pâturage tournant, selon la méthode herbé-fourrage du Limousin. Puis, en 2008, il a implanté des prairies multi-espèces plus riches en légumineuses. Ensuite, il s'est posé la question de comment changer ses pratiques encore plus sur son exploitation. Et donc, en 2010, il est passé en bio. Donc, c'est un passage qui s'est fait sans investissement en fait, supplémentaire sur l'exploitation. Il préférait, lui, réduire la taille de son troupeau, mais gagner en autonomie, essentiellement parce que en bio, les achats d'aliments sont hors de prix et que ça lui semblait plus logique de produire lui-même sa matière azotée sur son exploitation. Puis en 2015, il s'est tourné vers la diversification de cultures de vente bio pour les animaux et en 2018, tourné vers l'alimentation humaine. Donc en fait, progressivement, sur ces 10 ans, il est passé de 78% d'autonomie protéique à 91%. Et en parallèle, il a réduit ses charges opérationnelles par rapport au produit brut total de l'exploitation de 34% à 23%. Donc cette logique de gain en autonomie protéique, elle s'est quand même faite sur un pas de temps qui est relativement long par rapport à la carrière d'un exploitant, mais qui s'est mis en place progressivement, successivement pour conforter les choses. Donc, en fait, sur cette exploitation, il y a 390 brebis dont s'occupe l'exploitant sur une centaine d'hectares. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a mis en place? Des prairies multi-espèces pour assurer une production d'herbes régulières et de qualité. Donc, il implante des mélanges qui sont quand même sur des rotations assez longues de 5 à 7 ans, avec du raigrand anglais, de la fétuque élevée, fléole des prés, trèfle blanc, violet et de perse. Il associe aussi des mélanges de prairies légumineuses graminées pour réaliser ses stocks de première coupe en foin. Donc, il met 3 légumineuses, trèfle violet, perse et hydraide, avec 2 graminées, donc du raigrand et de la fétuque élevée. Et les repousses, en fait, servent l'été pour les agneaux sevrés, essayer de les finir à l'herbe et du coup limiter les consommations de concentré. Donc, il est sur des teneurs en fourrage en première coupe qui sont de l'ordre de 60 à 95 grammes de PDI par kilo de matière sèche. L'autre point sur lequel il s'est orienté, mais depuis 2008, c'est la production de métail pour remplacer en fait son concentré acheté pour les brebis qui sont en lactation et les agneaux en finition avec un mélange simple triticale pois avoine où il obtient des niveaux de rendement autour de 40 quintaux par hectare avec du coup des niveaux de protéines qui peuvent parfois varier et donc il est encore obligé d'acheter un complémentaire azoté pour équilibrer sa ration. Et le dernier point sur lequel il travaille depuis du coup une dizaine d'années, c'est le pâturage tournant où il est à un chargement de 60 à 70 arbres par UGB au printemps avec un temps de repousse de 21 jours entre chaque lot. Et ce qu'il mettait dans son témoignage, c'est que presque si c'était à refaire aujourd'hui, il innoverait plus tôt et plus fort pour que finalement, pour limiter ce pas de temps de 10 ans. Autre situation, du coup, on vous propose de regarder une vidéo à l'ERL Forger, donc qui est une ERL qui travaille en fait en partenariat avec un autre GEC. Ils ont un assolement partagé où ils ont développé une troupe ovine qui est encore en croissance en conduite biologique. Donc là, on est un peu plus sur une zone de culture en Charente-Maritime. Et donc l'objectif en fait pour ces éleveurs, c'est d'étaler la vente d'agneaux en optimisant toutes les ressources fourragères qui peuvent être sur la ferme, principalement autour du pâturage de couverts végétaux hivernaux, des luzernes et des trèfles en dérobé. Et donc, leurs objectifs, c'est de réaliser l'ensemble des lactations, même à contre-saison, en valorisant ces ressources,
d'étaler les ventes d'agneaux pour avoir des sorties sur Pâques et plus largement sur le premier semestre, de valoriser tous les écarts de tri des sous-produits de culture et de finir à terme leurs agneaux sur des couverts hivernaux, des dérobés de légumineuses d'été ou les légumineuses d'arrière-saison. Mais je vous propose qu'on en sache plus au travers de la petite vidéo que va vous partager Aurélie. Ouais, alors n'hésitez pas à me dire si ça fonctionne pas. Hop, parfait. Bonjour, Patrick Forger, agriculteur à Saint-Félix avec ma femme. Donc on a un troupeau de brebis depuis 2017 sur une ferme qui était plutôt céréalière à la base. Donc là au jour d'aujourd'hui on a monté le troupeau à 500 brebis et on se sert beaucoup des brebis pour consommer les couverts. Alors déjà sur la ferme céréalière, on a besoin de luzerne dans nos rotations pour les cultures à suivre. Et on est bien content d'avoir le troupeau parce qu'en fait en début de saison, il faut exporter une coupe assez tôt et on n'est pas capable de faire du foin. Donc mis à part faire de l'ensilage ou alors les brebis, bah, c'est très bien. À la fois une coupe rase, à nettoyer la parcelle. Sur le ARL, il y a environ 130 hectares, mais on travaille en partenariat avec le GAEC Polonia, qui lui a 350 hectares de céréales. Et le GAEC Polonia est bien content que les brebis consomment les couverts, il n'y a pas de broyeur à mettre derrière, il n'y a pas de mauvaises graines derrière puisque bah, ça n'a pas le temps de grainer, que ce soit le couvert ou que ce soit les adventices présentes. Là aujourd'hui on se trouve dans un couvert qui a été semé au 15 septembre. C'était un mélange avec du colza fourragé, un peu de facélie et un peu de navette ou radis. C'était une culture d'avoine nue cet été. Et étant donné que là on va faire un pois de casserie qui sera semé début février, on avait besoin de mettre un couvert entre les deux. Après on fait également des couverts beaucoup plus hiver avant les cultures de printemps, 100% févrole, puisque on a déjà pas mal de graminées qui naissent toutes seules dans les prairies, dans les parcelles, ce qui fait que 100% févrole, c'est très bon par rapport aux agneaux. On s'est aperçu qu'ils profitent vachement bien et contrairement aux mauvaises idées reçues, les brebis consomment très très bien la févrole. Après, comme on s'est aperçu que la luzerne c'était bien bénéfique pour le troupeau, on s'est mis à semer des trèfles dans les cultures. Et que ce soit aussi bien au printemps ou à l'automne, on sème un trèfle en même temps que la céréale, et de manière à ce que, aussitôt à la moisson, les brebis puissent avoir un couvert à manger. Donc si ça veut rire, un petit coup d'eau au mois de juin ou juillet, et puis au 15 juillet, il y a un couvert à pâturer. Ce qu'on fait aussi, c'est derrière nos premières moissons de pois ou ce genre de choses, on sème des mois trèfle d'Alexandrie, ce qui nous permet de faire un autre couvert pour le mois d'août. Le but étant d'avoir toujours à manger pour les bêtes tout au long de l'année entre les cultures de céréales. On fait aussi pas mal de mélanges grains, que ce soit blé févrole, triticale pois, avoine févrole, les orges de printemps, on met aussi des févroles. On s'est aperçu qu'en fait ça ne nous baisse pas du tout le rendement sur la céréale et que ça nous permet d'être autonome en protéines pour les animaux. Il suffit simplement un coup de triage à la récolte pour séparer les deux. Donc on choisit des espèces qui se démêlent bien, mais avec les fèves, en général, il n'y a pas de souci. Il y a aussi une chose importante avec le fait d'avoir un troupeau sur la ferme, c'est qu'on arrive à valoriser pas mal d'écarts de tri.
voilà, nous, ce qu'on fait, c'est alimentation humaine. Donc, dès que les pois chiches sont trop gros ou trop petits ou cassés ou les pois de casserie, s'ils sont cassés à la récolte, tout ça, c'est trié. Les céréales aussi, il y a beaucoup de déchets, de petits grains cassés. Et donc, on trie tout ce genre de choses. Cette année, on a eu un problème de bruche sur les lentilles. On s'est retrouvé avec 50% de la récolte non utilisable pour alimentation humaine. Les brebis consomment tous ces déchets. Bon, du coup, je vois l'heure qui tourne et je trouve que cette vidéo, elle était très bien. Donc, je ne vais pas c'est-à-dire vous assommer avec les bovins viande, les bovins allaitants. C'est la même démarche, hein. C'est-à-dire que voilà, chez les bio, on remarque que tout ce qui est problématique de l'herbe, c'est quelque chose qui sous-tend depuis longtemps le fonctionnement du système fourrager. Et on voit là sur la mise en œuvre des leviers, alors quelque chose d'un petit peu différent, mais pas tant que ça, puisque c'est ce qu'on vient de voir dans la vidéo. C'est-à-dire que les bios sont très précurseurs du levier céréales protéagineux et conduite du troupeau avec des modifications de niveau on va dire, de production pour coller au potentiel végétal de la ferme. Voilà ce qu'on peut remarquer là dans la mise en œuvre des leviers. Donc, dans les choses remarquables, hein, c'est les productions de céréales protéagineux qu'on voit aussi apparaître chez les conventionnels, mais de façon encore euh, plus expérimentales, on va dire, et qui sont déjà bien implantées et bien utilisées chez les bio. Euh, Du coup, alors les vidéos, bon, on le fera après. Donc je vais passer, mais rapidement, sur quelques éléments d'analyse en système bovin-viande. Donc déjà, vous le voyez ici, hein, sur la répartition du taux d'autonomie entre les fermes bio qui sont en haut et les fermes conventionnelles qui sont en dessous. On voit que l'autonomie, donc non seulement elle est plus élevée dans les fermes bio, mais en plus, on a quand même beaucoup de fermes qui sont, plus d'un quart, qui sont à 100% d'autonomie protéique et d'autonomie massique, évidemment. Et contrairement au conventionnel, il y a peu d'écart en bio entre les naisseurs et les naisseurs engraisseurs en bovin viande. Ça, c'est un premier élément, c'est-à-dire que on voit dans les apports, hein, qualitatifs, les témoignages d'éleveurs, vraiment un objectif très abouti de produire de la viande à partir des ressources de l'exploitation. Et donc, quand on regarde la diapo suivante, voilà, on met en comparaison les différents systèmes qui sont ici sur la première ligne, les naisseurs et naisseurs engraisseurs bio de notre échantillon. Et puis dans les lignes suivantes, donc la petite vache en noir avec son petit veau, c'est le système naisseur avec donc naisseur sur la voie mâle, hein, production de broutard et quand même engraissement des femelles pour la boucherie. Et puis la dernière ligne, c'est les systèmes naisseurs-engraisseurs, donc avec tous les animaux qui sortent de l'exploitation finie pour se faire abattre. Donc là, on voit le déroulé, on va dire, hein, de la composition annuelle de l'alimentation des troupeaux, avec, bon, pour les bio, on l'a déjà dit, une part d'herbe prédominante, 95% d'herbe dans la ration du troupeau, une part de concentré, du coup, qui est ramenée à portion congrue. Alors, les petits écarts, là, c'est les arrondis, hein. C'est vrai qu'on devrait avoir 95 et quelques pourcents, mais c'est du coup très restreint. Une quantité de concentré évidemment bien inférieure avec les concentrés qui sont
dépendant des besoins, en fait, qui augmentent avec les besoins de concentration de la ration liés à la production. Donc, on voit que chez les bio, il y a un équilibre qui se crée. Et puis, voilà, des systèmes d'herbes pâturées qui sont assez proches de nos systèmes naisseurs chez les bio. Donc, une valorisation de l'herbe optimale pour éviter de faire trop de stock et qui valorise bien le pâturage. Bon, c'est aussi la localisation des élevages et des systèmes qui dictent ça. Et puis, on voit arriver d'autres fourrages, bien sûr beaucoup dans les systèmes où il y a de l'engraissement pour pouvoir aussi cultiver des fourrages plus énergétiques et plus riches en protéines, chose qu'on voit moins évidemment chez les bio puisque c'est l'herbe qui prédomine. Donc le levier fourrage est utilisé pour finir les animaux et la part de concentré qui est essentiellement autoproduite est là aussi pour permettre de finir les animaux en bio. Voilà, à titre d'exemple, on a aussi alors des exemples de trajectoires par des témoignages d'éleveurs donc, qui sont décrits dans des fiches mises à disposition sur le site Cap Protéines. Voilà, ici c'est un exemple d'une ferme de Normandie, essentiellement sur des prairies permanentes et avec quelques hectares de culture. Donc un éleveur bovin viande qui s'est installé en 2000, converti en 2016. euh, de façon concomitante à la mise en place d'enrichissement des prairies, démarrage des cultures multi-espèces et avec des apports et des semis de légumineuses pour gagner en qualité de fourrage et en qualité de l'herbe. Et puis voilà, après, chaque année, en fait, l'éleveur met en place un levier supplémentaire pour améliorer l'autonomie de son troupeau et l'équilibre entre de son système fourrager, avec ici l'aménagement du parcellaire et des parcelles pour mettre en place du pâturage tournant. Et puis ensuite l'amélioration des rations et de l'alimentation du troupeau pour faire des économies aussi d'alimentation avec la mise en place du rationnement et depuis 2019, donc une problématique de changement climatique qui arrive et de la mise en place de cultures fourragères pour sécuriser le système fourrager. Donc c'est un éleveur qui n'a pas d'importation de matière azotée et qui s'approvisionne pour sa part de dépendance, 8% de dépendance en matière azotée totale au niveau régional. Voilà, un éleveur donc qui vend sa production et son objectif, c'est de pouvoir garantir l'alimentation de son troupeau et voilà, avec un sens pour lui à fournir de la viande à ses clients qui a été produite de manière autonome. Donc vous avez une vidéo, il y a le lien en dessous qui raconte et qui décrit très finement la mise en place de chacun des leviers et les objectifs. Et, euh, et puis beaucoup d'autres témoignages comme ça et d'autres fiches que vous pouvez retrouver sur le site de Cap Protéines. En conclusion, voilà, donc là, on vous a fait un petit extrait, on pourrait en dire beaucoup plus. Déjà, on a été plus long que prévu. Donc, on voit bien que derrière les fermes bio, on a une démarche très systémique, une réflexion globale et générale qui met en équilibre la production et la fourniture fourragère euh, pour, euh, euh, pour permettre cette production. Et ce qu'on voulait vous montrer là, parce que finalement, ce qui est ressorti de notre échantillon avec une forte représentativité des bio, c'est que finalement, les techniques bio ont été précurseurs là de l'évolution qu'on peut observer aujourd'hui des élevages conventionnels vers l'autonomie.
où on a dit aussi par ailleurs en conclusion qu'il fallait 10 ans de transition, c'est-à-dire gagner en autonomie pour arriver à quelque chose d'abouti. Euh, ça met du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, et on avait un consensus pour dire qu'il faut une dizaine d'années pour mettre ça en place. Alors, ces témoignages de ces éleveurs précurseurs, en fait, permettent, enfin, on l'espère, de faire gagner du temps aux suivants, et c'est pour ça que donc ces ressources sont disponibles avec des témoignages d'éleveurs très concrets sur le site de CapProtéines. Voilà, donc vous avez des témoignages bien sûr sur les filières allaitantes, mais pas que, hein, aussi sur les filières laitières qu'on ne vous a pas proposées ici. Et avec 300, un peu plus de 300 fiches, témoignages, et puis une soixantaine de vidéos. Voilà ce qu'on voulait vous raconter. Très bien. Merci beaucoup, Marie et Marion, pour cette intervention. Et ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à prendre la parole directement au niveau des participants. Monsieur Turlan, je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Non, je voulais juste pointer du doigt 2020, c'était donc une année plutôt de sécheresse, si je ne me trompe pas. Est-ce que effectivement vous avez interrogé les éleveurs pour savoir s'ils parvenaient à atteindre des taux d'autonomie aussi élevés quelles que soient les années, c'est-à-dire années humides, années sèches? Est-ce que le retour qu'ils font, c'est que finalement, pour l'instant, ils passent à travers tous les aléas météo des années successives? Euh, alors, en fait, 2020, c'était une année sèche pour le Massif central. Peut-être pas partout en France, hein, et c'est vrai qu'on voit qu'il y a des écarts, mais ça, c'est pas une réponse. On voit qu'il y a l'aléa qui rentre en ligne de compte et qui vient un peu bousculer ces niveaux d'autonomie. Dans les analyses qu'on a faites, alors nous, on arrive après la bataille, en gros, il faut que ça remonte tout ça, sur des sécheresses 2018, etc. On voit des petites variations. On a vu aussi, même 2022, là, hein, on voit qu'il y a des années qui sont difficiles, mais on se rend compte aussi, dans ce qu'on remonte par ailleurs, qu'il y a des stocks qui permettent de faire le tampon, bien souvent. Enfin, jusqu'à présent, hein, ça ne veut pas présager, c'est pas. euh, euh, mais quand même qu'ils servent à ça. Bon, il y a des achats aussi, hein, il y a dans des situations particulières. Et puis les éleveurs, ils sont en train de travailler cette question de la sécurisation là, euh, de leur système fourrager avec, on voit des chargements qui ont tendance à baisser, qui sont un des leviers, hein, de sécurisation pour faire plus de stock, justement, pour permettre de passer les années difficiles. Voilà. On n'a pas passé, enfin, sur l'analyse de CapProtéines, on n'avait pas les moyens de faire plus parce que c'était court, hein. C'était une année de suivi, le temps de mettre en œuvre, donc 2 années de remontée. Et du coup, on n'a pas poussé l'analyse sur ces fermes pilotes-là en particulier, euh, en lien avec l'aléa climatique. Non, mais Marie, tu peux peut-être compléter la réponse, j'ai mal répondu. Non, ça me voilà. C'est sûr que dans le cadre du projet, on a ces années-là de référence. Ça vaudrait peut-être le coup de revenir voir ces fermes dans 3-4 ans pour voir Aussi. comment elles ont réagi, elles ont rebondi, elles ont changé leurs pratiques, parce qu'on voyait bien au travers des témoignages que c'est aussi des testeurs, en fait, ces gens-là, et que du coup, une année, il y a des choses qui fonctionnent, puis d'autres qui fonctionnent pas, etc., quoi. Et j'avais une deuxième question, Aurélie. Pour aller plus loin, est-ce que vous avez essayé, parce que vous avez bien dit que vous aviez des diagnostics coût-prod pour toutes ces exploitations en Oui. 2020. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez essayé de comparer
justement les résultats de ces coûts prod par rapport à des exploitations conventionnelles de la même année? Alors, on n'a pas fait, enfin, on a regardé là, on les a sortis, les coûts prod, mais bon, on a un échantillon quand même trop faible pour faire une analyse statistique poussée, hein, les coûts de production. Vous les avez regardés de près, monsieur Turin. Et il y a beaucoup de variabilité, voilà, donc on arrive après aux limites statistiques pour faire des analyses, mais en moyenne, quand même, enfin, à dire d'experts, enfin, on va dire dans les résultats moyens, on trouve que c'est des exploitations qui ont quand même des bons niveaux de revenus par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir en conventionnel. Mais voilà, on peut pas dire statistiquement comment ça se positionne parce que on a des trop petits écarts quand on rentre dans des groupes typologiques, hein. Après, on a fait une analyse économique plus large parce que c'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que l'économie et l'autonomie, ça fait bon ménage? Euh, du coup, on a fait une analyse multifilière, hein, pour avoir un peu plus de robustesse, hein, dans le traitement, euh, en faisant du centré réduit sur les unités, ramener le lait et la viande au même niveau. Et en fait, alors ce qui est ressorti, c'est que ben, c'est ni moins bien ni mieux, c'est un peu frustrant, mais il y a pas de lien entre l'économie et l'autonomie, c'est des déports de charges. C'est-à-dire qu'il y a moins d'achats, évidemment, hein, donc il y a un coût, il y a un poste, le poste achat d'aliments, coût des achats alimentaires est moins important, donc chez les bio aussi, mais on voit des déports de charges sur le foncier, puisque c'est des chargements qui baissent, donc il faut un peu plus d'hectares pour produire, puis comme on ramène à une unité de production, et qu'on tient compte du coût du foncier dans la méthode coût de production, donc on voit des déports vers des charges de structure, et donc foncier, et puis mécanisation. Et le coût du système d'alimentation qui au final est pareil, mais qui ne se compose pas de la même façon. Voilà. Mais bon, c'est pas étonnant après, hein, ce qu'on n'achète pas la mécanisation externalisée, on va dire, quand on achète de l'aliment rendu à l'auge, quand on la réintègre dans le fonctionnement du système, ça se voit sur le coût de production. Voilà. Et ça m'amène à une question aussi. Est-ce qu'il y a des disparités régionales, par exemple, qui sont apparues, notamment entre les zones de plaine et les zones de montagne, sur les niveaux d'autonomie, sur les leviers mobilisés ou ce genre de choses? Sur les leviers mobilisés, on a un petit peu de différence et de variabilité. C'est principalement là-dessus. Après, sur les résultats, ce que présentait Marion juste avant, là, on n'a pas forcément d'écart entre plaine et montagne. Les logiques sont les mêmes. C'est plutôt qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon assolement, mon potentiel agronomique sur l'exploitation, en fait. Ok. Ok, merci beaucoup. Alors, a priori, il n'y a pas d'autres questions. Donc, merci encore à toutes les deux. Pour info, il y aura d'autres webinaires qui vont être organisés dans le cadre de cette série de Biothéma Web. Les dates sont en train de se caler. Donc, vous pouvez retrouver les infos toujours sur la même adresse sur laquelle vous avez trouvé l'information pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Et puis, sinon, on vous enverra un petit mail dès qu'on aura les dates des prochaines interventions. Voilà, et vous pourrez retrouver donc le diaporama d'aujourd'hui et le replay sur le site du pôle Biomassif Central, donc toujours sur la même page dans les jours qui viennent. Voilà, merci à tous et bonne Merci. journée. Merci, bon après-midi. Merci. Au revoir. Au revoir.